qui je suis. Je suis un auteur de bande dessinée, entre autres. C'est mon activité principale et j'ai réalisé pas mal d'albums, plus d'une vingtaine pour l'instant, depuis le début des années 90. Et je suis l'auteur d'un album qui vient d'être publié aux éditions Dupuis qui s'appelle Les Esclaves oubliés de Tromelin. Alors je suis passé par pas mal d'étapes en bande dessinée plutôt classique où j'ai fait plusieurs séries entre des choses de fiction avec un scénariste principal qui s'appelle Jean-David Morvan et on a travaillé sur de la science-fiction, sur du western, sur du polar. On a fait pas mal d'albums ensemble et puis à un moment donné j'ai eu envie de changer un peu le cours de ma carrière et surtout m'intéresser à des sujets qui étaient un peu plus proches de la réalité. Et avec ma compagne, on a commencé une série qui s'appelle Marzi et qui raconte son enfance en Pologne dans les années 80. C'est une série qui est toujours en cours et il y a 6 albums de parus pour l'instant. Donc c'était une première incursion dans le monde réel et dans la société. Ça m'a donné envie de m'engager un peu plus là-dedans et du coup d'affronter ce sujet historique de ce nouvel album. Une coïncidence comme souvent, un hasard. J'avais envie de faire quelque chose tout seul pour la première fois parce que j'ai toujours travaillé avec des scénaristes et j'avais les oreilles et les yeux un peu plus attentifs que d'habitude sans doute et en lisant un article dans le journal Le Monde un soir sur internet, je suis tombé sur un tout petit compte rendu de la première mission archéologique qui a été faite sur cette île, Tromelin, qui a été le lieu d'un naufrage en fait. Et en quelques lignes, on parlait de ce naufrage et du destin des naufragés. Et il y avait une association archéologique qui était citée. Et j'ai trouvé ça particulièrement intéressant comme thème, comme histoire. Il y avait pas mal de choses qui étaient abordées dedans qui me semblaient assez passionnants. Le fait qu'on parle d'esclavage, le fait qu'on parle d'archéologie, d'îles désertes, de naufragés. Ça faisait écho à pas mal de choses que j'avais lues dans ma jeunesse et qui m'avaient passionné. J'aimais bien cette idée d'isolement aussi et donc du coup je me suis vraiment intéressé un peu plus à cette histoire. J'ai cherché des contacts sur internet, j'ai écrit à cette association d'archéologie qui m'a répondu quasiment instantanément en me disant que c'était une super idée de vouloir en faire une bande dessinée et on s'est rencontrés de fil en aiguille. Je me suis retrouvé à faire partie de la mission suivante et à partir avec eux sur place. Non, parce qu'il n'y avait pas 2 époques qui devaient avoir lieu au départ quand je suis parti pour raconter cette histoire. Ce qui m'intéressait réellement, c'était ce fait historique du XVIIIe siècle. Donc j'avais décidé de faire un album qui soit concentré uniquement sur l'histoire des Malgaches abandonnés, sur le fait qu'ils étaient capturés à Madagascar, puis abandonnés sur cette île au désert, parler du naufrage, parler de la survie et de toute leur aventure, et puis éventuellement faire une sorte de carnet de voyage à la fin, une sorte d'appendice qui viendrait en contrepoint pour vraiment expliquer le travail des archéologues et puis éventuellement mon expérience sur place. Mais voilà, en étant sur place pendant plus d'1 mois avec eux, je me suis vraiment rendu compte de leur application, du travail que ça demandait. Les découvertes étaient tous les jours assez fabuleuses, donc c'était quelque chose de vraiment extrêmement intéressant. Et surtout, ça me permettait, si je l'intégrais dans l'histoire, cette partie documentaire, ça me permettait de changer le timing et d'accélérer un peu le cours du récit et surtout de poser des questions et d'y répondre d'un chapitre à l'autre en fait et d'avoir une vue et une vision un peu plus large que si j'étais resté uniquement avec les Malgaches dès le départ. Elle est forte. Elle est assez forte parce que c'est une île qui est un vrai îlot plus qu'une île. Ça fait 1 km², ce qui est extrêmement petit, à peu près 1300 mètres de long sur 700 mètres de large et c'est une île qui fait 7 ou 8 mètres au point le plus haut, donc quand on est dessus, on voit l'horizon à 360 degrés, on voit la mer tout autour, on a plus l'impression d'être sur un bateau que sur une île. Et c'est une impression très très particulière parce qu'il n'y a rien d'autre que l'océan tout autour. Et il n'y a pas de communication directe, donc c'est un avion militaire qui nous a déposé sur place et qui est venu nous rechercher un peu plus d'1 mois après. Donc à partir du moment où l'avion repart, il y a vraiment cette sensation assez incroyable d'être vraiment coupé du monde et totalement isolé comme ça. On n'a pas cette habitude. Là-bas, effectivement, il n'y a absolument aucun moyen de communication qui peut marcher. Il n'y a pas de téléphone, il n'y a pas de possibilité d'avoir internet ou quoi que ce soit. On avait juste une communication, on avait le droit d'envoyer un mail par jour
pour donner des nouvelles, sans photo, juste quelques lignes, parce que ça passait par une communication satellite et c'était assez compliqué. En plus, c'est tombé en panne au bout d'une semaine. Donc voilà. Oui, voilà, se mettre vraiment dans la peau des personnages, mais c'était absolument essentiel pour cette histoire. J'aurais raconté quelque chose qui aurait été totalement différent si je n'y étais pas allé. Et surtout, j'étais vraiment sur leurs traces, j'étais vraiment dans les mêmes émotions en quelque sorte, parce que l'île n'a quasiment pas changé, et donc le fait de me poser là dans leurs traces, vraiment, c'était me connecter avec leur histoire, et en même temps en creusant chaque jour et en mettant à jour les restes de leurs habitations, en découvrant leurs ustensiles de cuisine, leurs outils. Il y avait vraiment une connexion directe qui s'est faite, et c'était une immersion dans l'espace, dans le temps, la sonorité, les sensations sont vraiment extrêmement fortes en fait, et ça, il n'y a qu'en allant vraiment sur place et en y restant un certain temps qu'on peut vraiment l'appréhender. Il m'a fallu vraiment 15 jours pour me déconnecter réellement de ma vie habituelle quotidienne, et à partir de ce moment-là, j'étais un peu dans un autre état de pensée. Rockstar au niveau de la bande dessinée, c'est toujours un peu une comparaison audacieuse, mais déjà l'album n'existe qu'en langue française. Pour l'instant, il n'a pas été encore traduit, donc j'ai tourné essentiellement dans les pays francophones, mais effectivement il y a un très bon accueil, parce que c'est une histoire qui est forte, qui dépasse de loin l'album de bande dessinée, puisqu'il y a une énorme exposition qui est faite au Château des Ducs de Bretagne sur toute l'histoire et le travail archéologique à Nantes, qui va tourner tous les 6 mois dans un autre endroit, Lorient, Bordeaux, Marseille, enfin tout un tas d'endroits. Elle tourne aussi dans une version un peu plus allégée dans l'océan Indien, et encore une autre dans les Caraïbes, donc ce qui fait qu'il y a pas mal de communication autour de cette histoire, et ça me permet effectivement de faire beaucoup de rencontres, de faire beaucoup de séances de signature aussi, et de faire parler vraiment ces naufragés abandonnés au XVIIIe siècle. Je viens de terminer un album la semaine dernière, qui est encore différent, mais dans cette même veine de témoignage, puisque ça parle des années de la Seconde Guerre mondiale avec Henri Cartier-Bresson en fait. Donc c'est une sorte de biopic sur un temps extrêmement court, de quelques années, que je réalise avec Jean-David Morvan à nouveau au scénario. Donc là je suis uniquement dessinateur, mais c'est encore un album qui s'inscrit dans une réalité historique. Il sortira le 6 juin, je crois, enfin début juin. On peut entrer dans la tête d'un auteur de BD. Mon Dieu, c'est la dernière chose à faire. C'est bien trop complexe. Je sais pas, il y a pas mal d'auteurs que j'apprécie, je trouve assez extraordinaires, des auteurs disparus maintenant, comme forcément Jean Giraud, qui était une sorte de monstre de la bande dessinée, ou Alberto Breccia, ou pour parler peut-être plus d'un auteur contemporain, peut-être Manuel Fior, que j'apprécie particulièrement, et j'aime beaucoup sa réflexion sur l'image et sur la façon de raconter les histoires.